Bienvenue sur l'OIE, une chaîne qui traite de sujets en lien avec l'amnésie traumatique à partir de mon expérience personnelle, c'est-à-dire de l'inceste subi dans l'enfance, mais que j'élargis de façon plus générale au rapport entre les prédateurs et les proies, qui ne sont donc pas forcément ni des enfants, ni des membres de la même famille. Cette vidéo s'inscrit dans une série de vidéos que j'ai intitulée Les traces du prédateur et qui propose d'analyser les différents types de séquelles qu'une victime peut avoir quand elle a dû faire face à un prédateur. Euh, cette série de vidéos est importante à mon sens puisque quand on est victime d'amnésie traumatique, et bien souvent ces séquelles sont les seuls indices qui peuvent nous permettre ensuite de mieux comprendre notre mal-être, notre situation et de tirer le fil pour comprendre ce qui nous est arrivé par la suite. La vidéo d'aujourd'hui, comme beaucoup de vidéos de cette chaîne, est basée sur un livre d'Anne-Clotilde Ziegler, qui est donc psychothérapeute et qui s'intitule Qu'est-ce que l'emprise ? Violence psychologique, physique et sexuelle dans la famille, le couple et au travail, comprendre les mécanismes, s'en prémunir, en sortir. J'espère que j'étais bien dans le cadre, sinon vous retrouverez toutes les informations sur ce livre en description, puisque je vous invite vivement à le consulter par vous-même pour vous faire votre propre avis, mais aussi parce que de façon générale, c'est un livre qui vulgarise énormément tous les mécanismes de l'emprise et qui permet au quotidien de mieux cerner en fait toutes les techniques des prédateurs et aussi donc tout ce qui peut se voir chez les proies. Et aujourd'hui, je voudrais m'intéresser à un chapitre en particulier qui est donc les signes de l'emprise chez la proie. Et aujourd'hui, enfin pour cette vidéo en tout cas, je vais me concentrer seulement sur une partie de ce chapitre puisque, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le rappelle ici, je n'écris pas mes vidéos à l'avance. C'est pour ça qu'il n'y a pas de coupe au montage, que des fois je peux me répéter, bafouiller, etc. Puisque j'essaye de le faire de la façon la plus spontanée possible. Bien entendu, c'est des heures de lecture et de travail de préparation en amont, mais quand je filme, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps et d'énergie de voilà, faire quelque chose de très écrit et tout ça. Donc, comme c'est du temps et de l'énergie que je n'ai pas forcément, je préfère voilà, vous délivrer les choses comme ça avec spontanéité, ce qui peut être un peu donner un peu de cafouillage parfois, mais voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, les signes de l'emprise chez la proie, anxiété, hypervigilance et agitation. Je vous lis ce que dit l'autrice et ensuite je vous partage un peu mon expérience. Je cite donc: Les proies que je reçois sursautent facilement, écoutent de façon tendue les bruits des voisins, jettent des regards inquiets, s'assoient sur le bord du fauteuil comme prêtes à partir. Elles triturent un mouchoir, leurs manches, elles se rongent les ongles, elles s'agitent. De vraies figures d'intranquillité. Elles se détendent parfois, mais au bout d'un long moment. Donc là, on est plutôt sur les signes, tout ce qui est physique en fait d'agitation, puisque souvent quand on est victime d'un prédateur, c'est énormément de stress, donc le système nerveux en prend un coup. Donc il y a aussi ce besoin permanent de mouvement, peut-être de faire ça, de tapoter quelque chose ou de faire aller son pied, etc. Je poursuis. Leur pensée non plus ne connaît pas de repos. Donc cette agitation qu'on retrouve au niveau physique, on le retrouve aussi au niveau mental. Je cite, elles décrivent leurs omnibulations, leurs peurs permanentes, leurs mille hypothèses qu'elles font concernant le prédateur, ce qu'il va faire ou dire, les ennuis qu'il va provoquer, les choses à faire ou à ne pas faire pour minimiser les risques d'explosion violente. Donc, je m'arrête ici. Après, elle revient plus en détail sur les situations particulières, par exemple quand il s'agit du couple, quand il s'agit d'une situation au travail ou quand il s'agit, et là je recite, d'un adulte ayant eu un parent prédateur. L'anxiété porte surtout sur le conflit de loyauté. Et oui, en général, quand il s'agit d'inceste, eh bien, ça ajoute encore à cette anxiété et cette agitation et ces questionnements puisque, étant donné que c'est vraiment contre nature, on se dit mais c'est moi qui dois avoir un problème, c'est pas normal, en fait il y a la loyauté et l'amour envers ce membre de la famille là aussi. Donc ça c'est encore une autre couche plus complexe, mais bien évidemment ça peut arriver dans le couple, dans des relations amicales, au travail, vraiment à peu près dans n'importe quelle sphère de votre vie. Donc l'agitation, eh bien, ça va être ce fait de mouvements constants causés par le stress. L'hypervigilance, je fais un peu la différence. Pour moi, ça va être tout ce qui est, par exemple,
surtout si vous êtes une femme, quand vous rentrez le soir, l'hypervigilance, le moindre bruit, la moindre personne qui marche, vous allez en fait analyser tout ce qu'il y a autour de vous. Tout est un danger potentiel et donc, eh bien, c'est ça pour moi l'hypervigilance, c'est donc d'être tout le temps sur le qui-vive, tout le temps attendre que quelque chose se passe mal et pour être dans la réaction. Et l'anxiété, c'est eh bien, ça, mais appliqué à toutes les situations. C'est-à-dire pas forcément quand vous marchez dans la rue, même quand vous êtes tout seul, vous faire tous les scénarios possibles et inimaginables de tout ce qui peut mal se passer dans votre vie et malheureusement sans que ce soit pour y trouver ou y apporter des solutions. Puisque quand bien même vous auriez une solution, ben vous allez retrouver par l'anxiété une autre raison pour laquelle en fait cette solution n'est pas bonne et que ça peut quand même mal se passer, plutôt que d'être dans l'attitude inverse qui est l'anxiété chez des personnes non traumatisées ou une anxiété, j'aime pas ce mot, mais qu'on pourrait qualifier de saine, eh bien, oui, on va commencer à angoisser à propos de quelque chose, mais en fait, on va trouver une solution, on va se rassurer, et donc l'anxiété n'aura plus lieu d'être et elle va disparaître. Dans le cas où vous avez vécu un traumatisme, cette anxiété, elle est là tout le temps, et vous ne pouvez pas nécessairement la rationaliser. C'est ça qui est très dur et très lourd à porter au quotidien. Donc voilà, anxiété, hypervigilance, si c'est ponctuel donc de temps en temps et que vous arrivez à vous calmer avec des méthodes ou en parlant à quelqu'un que vous aimez bien, en écoutant une musique, etc. et que ça ne vous ronge pas la vie au quotidien, pas forcément de quoi s'inquiéter. Par contre, quand ça devient vraiment quelque chose qui vous ronge, où vous n'avez pas d'explication, vous ne savez pas quoi faire, eh bien peut-être que il convient de s'interroger. De façon générale, je le dis, si vous vous reconnaissez dans une ou deux, quelques traces comme ça, par-ci par-là, de prédateurs dont je parle, pas forcément besoin de s'inquiéter, on reste humain, on a tous des peurs, des angoisses et voilà, des petits travers au quotidien. En revanche, si vous avez un mal-être permanent, ou en tout cas un mal-être récurrent dont vous ne comprenez pas l'origine, ou que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage pour qui c'est le cas, eh bien peut-être qu'en effet, là, il est temps éventuellement de s'interroger, peut-être d'aller consulter un, voire plusieurs professionnels pour peut-être eh bien, mieux comprendre les origines de tout ça et creuser ce sujet. Voilà, je vais essayer de ne pas plus m'éterniser que ça là-dessus. Une nouvelle fois, je vous invite à consulter l'ouvrage qui sera en description. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres.